C'est quoi la RE 2020? Aujourd'hui, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail dans la RE 2020. J'avais déjà fait une première vidéo, alors plus ou moins sur le sujet, puisque c'était surtout axé sur quel va être l'impact de prix de la RE 2020 sur votre projet de construction. Donc, je vais vous mettre le lien de la vidéo de cette partie 1 en dessous. Donc, vous pouvez la regarder après. Elle n'est pas nécessaire à la compréhension de cette vidéo-là. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de lien direct. Et je fais aussi une petite parenthèse pour les quelques personnes qui m'ont envoyé un message totalement inutile, puisque suite à cette première vidéo, j'avais dit que je ferais une partie 2. Je ne l'ai pas fait immédiatement parce que faire une vidéo pour faire une vidéo, ça n'a aucun intérêt si je n'ai pas de nouvelles choses à dire. Le sujet, il a fallu le potasser un petit peu. Au niveau des différentes règles, des décrets, les méthodes de calcul, il y a à peu près 1800 articles à lire sur le site du gouvernement. Donc pour ces personnes-là qui n'ont rien d'autre à faire que de mettre des messages vraiment pas cool, déjà félicitations parce que ça veut dire que dans votre vie, vous n'avez pas beaucoup de problèmes si vous avez le temps de faire ça. Donc allez vous lire les 1800 articles et faites vos recherches vous-même. Voilà, je fais mon maximum et n'oubliez pas que tout ce que je fais sur YouTube est totalement gratuit. Ceci étant dit, donc la RE 2020, on va dire que c'est la loi énergétique qui évolue. Il faut savoir que la première, elle est apparue dans les années 70. Donc c'est une évolution logique par rapport au progrès, aux découvertes que l'on fait, notre façon d'évoluer, notre façon de construire, notre façon d'habiter sur le territoire, tout simplement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le secteur du bâtiment, c'est 40% de la consommation énergétique totale du pays. Et cela représente aussi 25% des émissions de CO2 pendant les phases d'utilisation. Quand je dis bâtiment, comprenez bien tout le secteur du bâtiment. Je ne parle pas que de bâtiments à usage d'habitation, c'est tout le secteur. Et si on ajoute à ça tous les éléments, les matériaux, équipements nécessaires à l'utilisation de ces bâtiments, ça représente 60% des gaz à effet de serre émis. Donc c'est assez énorme et il est évident que c'est quelque chose qui doit évoluer et qui continuera d'évoluer. Donc je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous dire pour avoir une maison conforme, il faut faire ça, ça, ça et ça. C'est impossible et vous allez comprendre pourquoi. On peut quand même déjà se rapprocher de quelque chose qui va répondre à cette norme, à ce règlement, mais il y a quand même une étude un peu plus poussée que la RT 2012 à faire, plus poussée parce qu'il y a plus de critères, plus de choses à calculer, des différents scénarios à envisager pour justement arriver à cette notion de résultat. Après l'étude d'un projet, on doit arriver à des résultats qui nous disent vous êtes dans les clous, c'est validé, la maison répond à toutes les exigences de la RE 2020. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la méthode de calcul, elle est régie par différents moyens. C'est-à-dire qu'on va aller explorer et regarder différents items, différents scénarios, pour se dire la maison, sur cet item-là, elle va consommer tant, elle va dégager tant, et au bout du bout, on va avoir une note globale, si vous voulez, pour simplifier. Et donc c'est à partir de cette note qu'on saura si le projet est conforme ou pas. S'il ne l'est pas, où est-ce qu'on a une marge de manœuvre, sur quel item on est vraiment très bas, sur quel item on fait une modification pour que cette note soit conforme à la RE 2020. Donc au niveau de ces obligations, il y a 1370 pages, donc c'est pas rien. Évidemment, là, c'est un PDF, je vais vous mettre le lien, soyez curieux, allez juste le feuilleter, ça ne sert à rien de tout lire, ça n'a aucun sens. Mais juste pour déjà se rendre compte de la complexité de la chose et ne pas se dire qu'un pro, il ne peut pas nous dire tel ou tel truc. Ils le seront probablement dans quelques années, une fois qu'ils auront un retour d'expérience beaucoup plus grand, ils sauront sur leur secteur que tel matériau associé avec tel type d'isolation, tel type de chauffage, il y a de fortes chances que ça passe. Un jour, ils seront capables de dire ça. Pour l'instant, ce serait quand même s'avancer que d'assurer à un client que tout ce qu'il veut, ça passera ou ça passera pas. Voilà, on ne peut pas s'engager, il faut que ça passe en bureau d'études, point. Donc au niveau des différents calculs, on va faire des calculs pas forcément qui incluent la maison. On va parler de la météo et de l'environnement extérieur, les zones d'ombre et du coup les zones d'ensoleillement. On va envisager différents scénarios en lien avec cet environnement extérieur. On va étudier le bâtiment, donc là je parle de la structure, la partie élévation, donc maçonnerie ou bois, on va étudier ça, la ventilation, l'éclairage,
le chauffage / le refroidissement, puisque le confort il est essentiel en hiver comme en été. On va étudier aussi le plan de la maison et faire un lien avec les différents déplacements des habitants dans ce bâtiment. On va étudier les potentielles déperditions de chaleur. On va regarder aussi la consommation en électricité et éventuellement la production d'électricité. Donc là, je vous ai cité les principales, il y en a beaucoup plus que ça. Et dans ce fameux PDF, vous les avez toutes si vous voulez jeter un œil. Donc, parmi tous ces éléments étudiés, il y a forcément des coefficients, il y a des indicateurs que l'on ne connaît pas forcément, surtout quand on est novice. Si je prends l'exemple du TIC, qui est la température intérieure conventionnelle, par définition, c'est la valeur maximale en période d'occupation de la température opérative. Eh bien, ça nous avance bien tout ça. Le seul truc qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que par rapport au scénario précédent dont je vous ai parlé, cet indicateur-là, pour le résidentiel, il va nous servir à déterminer une température moyenne, logique, normale pour une zone donnée. Et la période que l'on va prendre pour étudier ça, c'est une journée complète. Donc vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a quand même des choses bien cadrées qui nécessitent de vrais calculs assez barbares. Donc ne cherchez pas quel matériau utiliser absolument, quelle combinaison, quelle association faire. Vous trouverez sûrement des choses parce que n'oubliez pas que sur Internet, on vous donne ce que vous cherchez, puisqu'on sait ce que vous cherchez. Soyez vigilant par rapport à ça. Que vous lisiez un article avec on conseille ces 4 matériaux biosourcés, très bien. Si au niveau isolation, on met autre chose que de la laine de verre, si on diminue au niveau de la maçonnerie la quantité de ciment, forcément ça va avoir un rôle très important pour que le projet réponde à la norme. Mais attention aux combinaisons. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que toutes ces phrases que l'on peut dire de façon générale, eh ben, sur un pays aussi petit que la France, par exemple, il y a, je crois que c'est 6 ou 7 zones d'ensoleillement. Donc les calculs vont être différents et pour certains scénarios avec des coefficients différents parce que déjà, on n'est pas dans la même région. Si je prends 2 critères simples au niveau de l'ensoleillement, le nombre d'heures par exemple, on va être du simple au double entre le nord et la Côte d'Azur. Si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'ordre de 1500 à 3000 au niveau de l'ensoleillement en nombre d'heures. Donc vous voyez, c'est forcément le delta sur des informations que vous pouvez lire sur Internet. Bah déjà, le calcul, ce sera forcément pas le même. Et parmi ces 6 zones, ce qu'on va appeler le potentiel énergétique moyen au mètre carré, donc ce que le soleil amène comme watts, tout simplement, c'est pas parce qu'il y a des nuages qui cachent le soleil que ça ne passe pas, c'est pas du tout ça. La différence est moindre, vous vous en doutez, mais on a quand même un delta nord-sud entre à peine 1300 pour le nord et un peu plus de 1700 pour le sud, en kWh mètre carré. C'est pas du bourrage de crâne que je vous fais, mais ne perdez pas votre temps et votre énergie à chercher des réponses que vous aurez du mal à trouver. Il faut mieux, par exemple, se dire, bah tiens, l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, est-ce que c'est bien? À titre perso, moi je vous dis oui. Mais est-ce que je ne dois pas creuser justement sur ce sujet de matériaux biosourcés, voir quelles sont les innovations qui ont déjà 4 ou 5 ans, qui ont fait leurs preuves, voir un peu au niveau des prix comment je tombe, puisqu'une isolation par l'extérieur, bah forcément quand je vais comparer le prix, je vais comparer sans, et ça c'est important parce que certains artisans par réflexe oublient de l'enlever, la partie isolation intérieure. Je vais comparer un coût global et finalement, est-ce que je vais être beaucoup plus cher ou pas? Sachant que le petit plus, l'isolation par l'extérieur, ça fait gagner un peu de surface intérieure. Alors évidemment, le bois va naturellement avoir un peu plus la cote que le ciment et le parpaing, qui au niveau énergétique à fabriquer sont une catastrophe, on ne va pas se le cacher. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de ciment. Mais est-ce qu'on peut diminuer sa quantité pour la construction d'une maison? Oui, bien sûr. Ça existe déjà. La brique, par exemple, qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement et de votre consommation énergétique que le parpaing. Non, on ne peut pas compter que ça. Si on ne met pas la bonne isolation, on a beau choisir la brique plutôt que le parpaing, au niveau de votre confort, au niveau de vos factures, ça ne change rien. Et du coup, par rapport à ces méthodes de calcul,
Je vais prendre un exemple extrême. Si vous vous dites, moi, je veux plein de parpaings, plein de ciment, eh ben, il va falloir qu'à côté, pour faire remonter cette note globale, il va clairement falloir allumer peut-être mettre des panneaux solaires, mais il va falloir compenser ça. Je ne sais même pas si c'est faisable, hein, je vous dis ça comme ça, mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est que là où je vais avoir une note très basse, il va falloir qu'à côté j'ai des notes très hautes pour que ma note globale, mon total, ma moyenne, je ne sais même pas à quoi va ressembler ce chiffre. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas encore tout lu. Mais il va falloir forcément investir sur autre chose, sur de la production d'énergie. Et puis si son coef est important, son coefficient est important, eh ben, peut-être que ça vous permettra d'utiliser ce matériau qui, lui, est plutôt dévalorisé par la RE 2020. Donc vous voyez, c'est vraiment toute une question de bascule. Si vous ne voulez pas de panneaux solaires, eh ben, il faut qu'au niveau des matériaux, se tourner un peu plus vers le biosourcé, se tourner vers du local, parce que c'est pour acheter des matériaux biosourcés, les faire venir par bateau, ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, la RE 2020, c'est un état d'esprit, c'est un ensemble. Il en va de votre confort, de vos factures par la suite. Aujourd'hui, on veut tous plus ou moins faire des efforts pour l'environnement, pour notre confort, notre santé, tout ce qui s'ensuit. Enfin, tout ça, c'est un peu mélangé, c'est un peu brouillé. Donc, c'est logique que tout ça, ça évolue. Par rapport à la question du prix, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous le mets en description. N'hésitez pas à aller la voir et à me laisser vos commentaires, que ce soit sous celle-ci ou sur l'autre. Je vous répondrai rapidement. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. J'en referai certainement d'autres au fur et à mesure qu'on aura plus de concret, plus de cas concrets. Et puis surtout, la loi va évoluer puisqu'il y a différentes phases. Donc dès que je verrai de nouvelles informations, je vous les mettrai. À bientôt, au revoir.